Bonjour et bienvenue à notre toute nouvelle série d'émissions Parlons BD où, bien sûr, on va parler de bande dessinée. C'est quoi la bande dessinée? D'où ça vient? Sur 12 émissions, on va essayer de traiter d'une multitude de sujets, tous en lien avec la bande dessinée. On va parler autant des origines, des écoles, de pourquoi on fait la BD et des divers genres de BD. Et pour ça, je devais être avec quelqu'un qui connaît la BD et aussi qui est agréable. Et j'ai nommé M. Jérôme Gagnon. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Merci de dire que je suis agréable. Oui, moi, je ne travaille qu'avec des gens agréables. Ah, OK. Ça, c'est bien important. Jérôme, toi, tu es historien de formation, c'est ça? Oui. C'est quoi ton parcours? Toi, tu viens de... Moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'histoire, des musées. Ici, dans le secteur du Lac-Saint-Jean, j'ai travaillé notamment au musée Louis Hémon pendant plusieurs années. J'ai écrit aussi. Et puis là, présentement, depuis 8 ans, j'enseigne au niveau collégial. Donc, j'ai enseigné à Chibougamau et là, j'enseigne au Cégep de Jonquière. Un très bon enseignant, selon ce que j'ai entendu. Et Jérôme, toi, tu es fan de BD. Qu'est-ce qui t'a amené à la BD? Est-ce que c'est ton parcours historique ou la BD, c'est arrivé comme ça puis tu as fait des liens après ça avec l'histoire de la bande dessinée? Je te dirais que le premier livre que j'ai lu, c'est une BD. Le premier livre que j'ai lu, que j'ai regardé, sans doute que j'avais déjà regardé d'autres livres, mais j'ai eu à l'âge de 5 ans Tintin au Congo. Okay. Donc, voilà, je regardais les dessins à ce moment-là, puis j'ai appris à lire un peu avec la BD. C'est Tintin d'abord, c'était Astérix, puis après ça, l'univers des super-héros, Marvel. Donc, à chaque samedi, je me souviens, le peu d'argent que j'avais, je l'investissais à aller acheter le dernier numéro de Spider-Man, de Hulk, du Capitaine America. Puis, pendant des années, j'ai lu les super-héros, mais je me suis ouvert rapidement là, à tout ce qui touche la BD. Puis, je dirais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, bien évidemment, une BD adulte, entendons-nous, avec des sujets adultes. Là. Et non pas des BD pornographiques. Oui, pas nécessairement. Donc, puis là-dedans, je peux aussi, je dirais, allier mes deux passions parce qu'une des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans la bande dessinée, c'est la dimension historique. Oui. Donc, un nombre incalculable de bandes dessinées à contenu historique de toutes les époques sont mis dans des contextes. Des fois, on manipule l'histoire un peu, mais c'est pas plus grave que ça non plus. L'histoire sert à celui qui l'utilise. On n'est pas tous historiens, puis on peut l'utiliser comme on veut. Puis des fois, ça donne des résultats assez intéressants. Oui, parce qu'on fait de l'anticipation des fois à partir de des époques historiques où on essaye en tout cas de recréer des univers, qu'est-ce qui est arrivé ici. De toute façon, on va y revenir parce qu'on va avoir une émission complète sur les bandes dessinées historiques. Mais aujourd'hui, on va plus parler de la bande dessinée en général. Tu l'as abordé. Moi aussi, j'ai touché à la bande dessinée étant enfant. Moi aussi, j'allais acheter mes petits comics héritage. Tu te dis que ça t'a appris à lire. Moi, j'ai appris mon anglais beaucoup avec la bande dessinée américaine parce qu'il y a des choses que je pouvais lire qui étaient juste en anglais, que je ne connaissais pas l'anglais, j'avais mon petit dictionnaire, j'apprenais à lire. Mais il y a quelque chose que les gens pensent et qui est souvent associé. On dit la bande dessinée, c'est pour les enfants. Ah, oui. J'ai regardé dernièrement les statistiques. Il y a près de 90% des bandes dessinées qui sont publiées qui, non seulement ne sont pas pour les enfants, mais sont pour des ados assez vieux et la majorité sont pour des adultes. Qu'est-ce qui crée ça? En fait, ça dépend. Hein. Dépendamment des écoles de bande dessinée, par exemple, la bande dessinée américaine. À l'origine, la bande dessinée américaine n'était pas destinée à un marché pour les enfants. C'était carrément destiné à un marché adulte. Lorsqu'on a créé les premières bandes dessinées au tournant du 20e siècle aux États-Unis, paraissait dans les journaux d'ailleurs, hein, dans les journaux à grand tirage, cette bande dessinée-là était pour amuser, dans le fond, les lecteurs. C'est qu'on a voulu, au départ, aux États-Unis, créer une bande dessinée accessible à toutes les classes sociales. Okay. Il y a eu progrès là, de l'alphabétisation, puis les journaux à grand tirage ont baissé de prix énormément, puis tout le monde pouvait se permettre ça. Mais entre autres, ce qui pouvait susciter un intérêt, c'était les pages plus divertissantes. Oui. C'était pas nécessairement de la nouvelle, et notamment les bandes dessinées sont apparues toujours à dans ce contexte-là. Du mot croisé. Oui, souvent à côté du mot croisé, de d'autres jeux ou de d'autres textes
à connotation plus ludique que l'actualité de tous les jours, là. Donc, on en est vu même à développer des suppléments. Le supplément du dimanche, par exemple, qui là, où on retrouvait un cahier carrément de différents personnages de bande dessinée. Mais c'est destiné forcément à un marché adulte. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes, les enfants, ne s'intéressaient pas à ça. Mais au départ, le lectorat américain, en tout cas, était destiné à un marché adulte. Puis les thèmes qu'on développe sont adultes aussi. À une époque où le politically correct est moins présent, on traitait de différents sujets qui étaient généralement vus sous la lorgnette comique. À travers l'humour, on pouvait parler de politique, on pouvait parler... Souvent, c'était les derniers censurés. Oui, d'ailleurs, il y a eu plusieurs BD aussi où on s'est censuré. Mais il y a des thèmes très sociaux, comme la pauvreté, comme le gouvernement, comme les relations entre les différentes ethnies. Ça a apparu à New York. New York est une ville déjà au début du 20e siècle qui est multiethnique. Donc, les thèmes sont très, très, très variés. Mais au départ, c'est toujours sous la forme comique. Ouais. On est là pour rire, pour amuser, pour détendre. Les premières bandes dessinées vont passer des messages, messages sociopolitiques, mais à travers la lorgnette comique. Finalement, c'est un peu la même thématique que la caricature. Oui, c'est ça. Mais c'est pas un dessin, c'est vraiment des personnages avec... on a là le comic strip. Le comic strip, tout à fait. Souvent, c'était juste un strip, d'ailleurs, de 3 ou 4 cases qui racontait ce qu'on appelle un gag. C'est-à-dire une histoire complète en 3 ou 4 cases qui vise à faire rire, qui raconte une blague. Les premières bandes dessinées sont apparues de cette façon-là, mais pour un auditoire adulte. Après ça, évidemment, les jeunes vont s'attacher à ces personnages-là, d'autres vont naître, et évidemment, la clientèle plus jeune va s'intéresser à ce qu'on fait. Quand on va développer, par exemple, les premiers super-héros et tout ça, les adultes font toujours partie du lectorat, mais évidemment, les jeunes garçons, d'ailleurs, les jeunes garçons vont s'intéresser à ce phénomène-là, et après ça, on entre là-dedans. Tandis qu'en Europe, c'est tout à fait le contraire. La bande dessinée en Europe est née pour des jeunes. C'est donc la clientèle, je dirais même plus les jeunes adolescents qui sont visés par la bande dessinée au départ. Okay. Puis il y a un contenu qui se veut aussi éducatif, formateur. Donc on veut véhiculer des bonnes valeurs à travers la bande dessinée. Puis c'est destiné aussi à un marché, la presse de masse est moins présente, et c'est destiné à un marché plus bourgeois aussi. Ça coûte quand même cher collectionner les bandes dessinées. Oui, tout à fait. Puis les premières bandes dessinées, c'est souvent, vont paraître en Europe, à travers des revues spécialisées pour les jeunes. Pilote. Ça c'est même... Mais oui, en fait, ça c'est plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, mais même avant, on a la Semaine de Suzette, par exemple, qui paraît au tournant du 20e siècle, qui est destinée à des jeunes filles de bonne famille, sages, on suppose qu'ils sont sages. On suppose qu'ils sont sages, puis des personnages qui véhiculent des valeurs, des valeurs un peu morales. Souvent, le côté religieux est un peu présent là-dedans aussi. Ça a une vocation d'éducation, une chose qu'on ne retrouve pas dans la bande dessinée américaine des débuts. Donc, en Europe, c'est un peu différent. Mais je sais que dans l'évolution de la bande dessinée américaine, il y a eu beaucoup, justement, le super-héros au début, dans les années 30, où là, c'était des valeurs morales aussi qui étaient appliquées. Puis ça a changé avec l'arrivée de la guerre, où là, on a eu beaucoup de bandes dessinées sur des militaires. On utilisait beaucoup la bande dessinée comme outil de propagande, en fait, aux États-Unis. Oui, tout à fait. La Seconde Guerre mondiale a été un des moments où les États-Unis se sont emparés de ce médium-là pour véhiculer la participation des États-Unis à la guerre. En fait, le fameux Captain America, quand on parle de héros patriotiques, on pense au Captain America. Il est apparu en 1940, alors que les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Ouais. Donc, il y a un message là-dedans aussi. Il y a un message qui veut faire passer l'idée que les États-Unis devraient peut-être entrer en guerre contre l'Allemagne. Le premier numéro du Captain America, on le voit asséner un violent coup de poing à Hitler lui-même. Donc, déjà, il y a une intention qui est là, dès 1940, alors qu'on sait que les États-Unis vont entrer seulement qu'en 1941. Wow!
Puis là, tu en as parlé, entre autres, tantôt, tu as dit, bon, en Europe, quand la bande dessinée est née, c'était pour ça, etc. Mais qui a inventé la bande dessinée? On peut-tu dire, moi, je suis l'inventeur de la bande dessinée? Et ça, c'est une grande question. Ouais. C'est une grande question, puis je te dirais que, dépendamment où on se trouve dans le monde, on va revendiquer la paternité de la bande dessinée. OK. Bon, si on regarde strictement, là, d'abord, il faut se poser la question, c'est quoi une bande dessinée? C'est vrai? C'est quoi une bande dessinée? C'est quoi une bande dessinée? Une bande dessinée, dans le fond, on retrouve, on peut l'avoir sous plusieurs formes. Puis aujourd'hui, là, les bandes dessinées ont des formes très éclatées. Oui. Puis on va aller aussi souvent au-delà de ce que c'était à l'origine. Mais à l'origine, c'est la conjonction de deux formes d'expression. D'abord, l'expression littéraire, il y a du texte. C'est du texte, mais du texte qui ne serait pas compréhensible s'il n'y avait pas le dessin qui va avec. Donc, une forme d'expression picturale. Un dessin, et puis dans certains cas, il y a même des dessinateurs qui ça va être quasiment des œuvres d'art. Là. Oui, clairement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler de ça, mais il y a des techniques là, qu'on va développer où là, on a un dessin qui est très, très poussé à ce niveau-là. Tandis que d'autres vont y aller de façon beaucoup plus schématique, avoir un minimaliste, un dessin un peu plus simple, symbolique aussi. Mais, dans le fond, une BD, c'est les deux ensemble. Si on n'a que l'image, on ne peut pas comprendre ce qui se passe tout à fait. On peut supposer, mais on ne peut pas comprendre complètement ce qui va se passer là-dedans. C'est une suite d'images qui racontent quelque chose, mais le texte est essentiel. Ouais. Et inversement, si on n'a que le texte, surtout dû au fait que c'est surtout des dialogues, bon, on ne comprend pas ce qui se passe. Là. Non, parce qu'on a besoin aussi de description comme telle. Oui, de comprendre le décor, puis même de voir l'expression des personnages, savoir cette phrase-là, il est-tu fâché, es-tu heureux? Oui, c'est pour ça qu'on va inventer aussi, en dehors du texte, puis en dehors de l'image aussi, toute une série de codes. Il y a des codes dans la bande dessinée. Bon, ce pas des codes très compliqués, on les assimile généralement assez vite, mais par exemple, on a tous les caractères spéciaux, les onomatopées. Oui. Par exemple, un gros point d'interrogation, c'est que la personne s'interroge. Un gros point d'exclamation, c'est qu'il y a une surprise. Oui. C'est la bulle, hein, aussi. La bulle est là aussi. Ouais. Le phylactère est là aussi. Il y a des codes là-dedans aussi. Il y a le code du dialogue, où il y a la bulle de pensée, qui ressemble à un nuage avec des petits ronds, qui nous fait dire que le personnage ne le dit pas, mais pense. Par exemple, Milou, dans Tintin. Milou, il ne parle pas, c'est un chien. Quoique dans les premiers Tintins, Milou parlait. Mais il ne parle jamais. Et pourtant, on connaît la pensée de Milou parce qu'il y a des formes de texte, mais avec ces petites bulles-là. Ouais. On sait que Milou ne parle pas, mais il n'en pense pas moins. Puis souvent, il y a des réflexions sur ce qui se passe, une espèce de deuxième niveau par rapport à l'action principale. On retrouve beaucoup ça dans la bande dessinée. Quand les personnages sont fâchés, oui. On va même innover là, en inventant toutes sortes de signes, des têtes de mort, des nuages avec un éclair. Ouais. Bon, on essaie de représenter aussi les sentiments. Les petits cœurs quand on est en amour. Voilà, ouais. Le cœur brisé quand on est en amour. Obélix, Falbala, donc on a cette image-là. Donc, c'est tout ça, la BD, dans le fond. C'est une technique qui s'est développée avec le temps. Puis aujourd'hui, c'est une industrie aujourd'hui. 多くの国の情熱を持った人々の出会いから生まれるアイデアが好きです。地球を向上させ、将来の世代のためによりグリーンにするアイデアです。Bonjour, bienvenue chez vous. Charlotte Mallet, chercheuse à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Ici, on a de quoi être fier. Grâce à des partenariats internationaux, on crée les matériaux de batterie de demain. On va devoir amputer. Il parle beaucoup de ça.
Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Mais à l'époque où on a commencé, dans le sens où, je sais pas moi, est-ce qu'on pourrait ramener ça historiquement à ce que je sais pas moi, aux hiéroglyphes égyptiens, aux grottes de Lascaux, les gens faisaient des dessins pour exprimer des idées. C'était pas une entreprise, il n'y avait pas de marché pour ça, mais il y avait une expression d'une histoire à travers des dessins. Est-ce qu'on pourrait faire des liens ou je vais trop loin? On a le droit. On a le droit. On a le droit d'aller trop loin. On a le droit d'essayer de comprendre aussi je dirais, les origines historiques d'un phénomène qu'on ne peut pas appeler la bande dessinée, mais qui en exprime pas moins, dans le fond, les mêmes, il y a les mêmes objectifs, puis on utilise des techniques qui ressemblent beaucoup à la bande dessinée. Oui. Tu parles des grottes de Lascaux. Grottes de Lascaux, il y a un message là-dedans. C'est pictural, il n'y a pas de texte comme tel. On est allé à la chasse, on a tué un bison. Oui. Je sais pas, là. Puis c'est pas que des dessins non plus qui sont figés. Souvent, on va voir, par exemple, dans les grottes, une suite de dessins. Il y a une histoire qui est racontée. On part à la chasse, on chasse, on ramène les proies, on les mange. Il y a tous ces épisodes-là. Puis c'est ça aussi une bande dessinée, c'est qu'on raconte une histoire au fil des dessins. On n'a pas la dimension texte, mais on a l'intention qui est là ouais. Dans les techniques, les arts qu'on appelle rupestres, donc ce qu'on trouve dans les cavernes de l'époque paléolithique. Mais après ça, on va y aller de façon peut-être plus directe. Les Égyptiens. Ouais. Les Égyptiens vont allier les deux. Si on va dans les temples, dans les tombeaux égyptiens, on a une histoire qui est racontée sous forme de dessins qui se suivent, souvent. Où on va raconter, par exemple, la vie d'un pharaon. On raconte rarement la vie des gens ordinaires. Oui, malheureusement. Oui, ou des dieux. Ouais. Mais il y a un texte qui accompagne tout ça. Il y a un texte qui accompagne tout ça sous forme de hiéroglyphes, puis ça, on les voit dans les temples. Il y a un temple, par exemple, à Abou Simbel, que Ramsès II a fait ériger, un des beaux temples en Égypte, où il raconte, dans le fond, une fausse victoire. En fait, il a perdu, mais en revenant en Égypte, il a raconté qu'il avait gagné cette guerre-là contre les Hittites. Donc, ça se passe en Palestine, puis le pharaon est censé avoir vaincu, mais en fait, il a été défait. Mais ce qu'on raconte là-dedans, c'est une forme de propagande, d'ailleurs, pour montrer que le pharaon est tout-puissant. Puis on voit l'image de quelle façon Pharaon a réussi à détruire ses ennemis. Puis on raconte aussi à travers les textes le récit de cette bataille-là. Puis c'est très, très long. C'est pratiquement, on pourrait en faire un livre sur la fameuse bataille de Kadesh qui a eu lieu au 13e siècle, donc avant Jésus-Christ. Donc c'est une forme de récit où on retrouve à la fois le texte et l'image. Puis même, tu peux te parler de Jésus-Christ, mais même dans les églises, là, quand on regarde le chemin de croix qui est dessiné en 12 dessins partout, il n'y a pas une église qui n'a pas ça, mais ça reste une histoire qu'on raconte, là, c'est l'histoire de Jésus. Tout à fait. Le Moyen-Âge a été très prolifique pour raconter des histoires. En fait, le Moyen-Âge, il y a un but qui est très éducatif dans tout ça. C'est qu'on a une classe de lettrés, donc le clergé, les prêtres, les moines et tout ça, qui veulent aussi parler à une majorité de la population qui est illettrée, qui ne comprend pas le texte, mais à qui on veut enseigner les hauts faits des saints, l'histoire sainte, la vie du Christ, parce que c'est très religieux à cette époque-là, mais on le fait aussi avec des récits qui mettent en valeur des laïcs, des rois, des gestes héroïques, des princes du Moyen-Âge, des chevaliers. Donc, on va le faire à travers le dessin, beaucoup. Et souvent, on va rajouter du texte, mais qui va être là pour les lettrés, pour ajouter une information. On le voit dans les églises, entre autres. On le voit aussi à travers les livres de l'époque. On a une technique qu'on appelle l'enluminure. Oui. L'enluminure, c'est des dessins qu'on retrouve tout le tour de la partie textuelle. Oui. Donc, on prend un livre du Moyen-Âge, le texte est au centre, et tout ce qu'on retrouve autour du texte, ce sont des dessins. Des dessins qui soit racontent ce qu'on raconte dans le texte, ou soit qui n'ont aucun rapport avec le texte, mais qui viennent ajouter
un autre récit, des fables, différents sujets qu'on retrouve à travers le dessin. J'ai vu une superbe collection d'enluminures à Yerevan. Bon, c'est pas à côté, mais... C'est pas à côté, mais c'est impressionnant, Ah oui. tout doré, puis je veux dire, il ne doit pas en rester non plus. Il y en a beaucoup qui ont dû disparaître avec le temps. Ah oui, oui. Sauf qu'il faut... il y en a beaucoup qui ont été conservés aussi. Parce qu'il faut s'imaginer aussi la valeur du livre au Moyen Âge. On a l'impression que c'est quoi la richesse? On pense à l'or, on pense aux diamants et tout ça, c'est vrai. Mais il y a des richesses qui étaient encore plus grandes que ça au Moyen Âge. Parce que c'est la rareté qui fait... et puis, imaginez qu'un livre, on doit le recopier au complet à la main. Ouais. Pensons au temps et au travail qu'il y a là-dedans. En plus, il y a des artistes qui ont travaillé dessus. Donc, le livre devient une richesse absolument formidable que seuls les plus riches peuvent s'offrir. Qui est unique aussi. Qui est unique. C'est unique. Oui, tout à fait. On recopie le texte, mais jamais de la même façon. Donc, c'est souvent des textes religieux, des Bibles et tout ça. Alors, ce qui fait qu'ils ont été conservés de façon très... c'était très précieux et ils ont souvent été très bien conservés. Bon, évidemment, en Europe, il y a des guerres, il arrive des incendies, tout ça, on en perd aussi. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains musées, on a des collections assez impressionnantes là, de manuscrits du Moyen Âge. C'est une richesse absolument fabuleuse au point de vue des enluminures. Fait que de toutes les époques, de toutes les civilisations, on a des vestiges qu'on pourrait dire qui ont été racontés sous forme de bande dessinée. Ben, peut-être la plus célèbre de toutes. Il faut remonter là encore au Moyen Âge, en 1087. On estime qu'elle a été réalisée autour de 1087. C'est l'épopée de Guillaume le Conquérant. Oui. Donc, Guillaume le Conquérant était duc de Normandie, une région de la France qui donne sur la Manche, donc de l'autre côté de l'Angleterre. Et puis, le duc de Normandie, pour différentes raisons, qui sont justifiées d'ailleurs dans la première forme de bande dessinée, on appelle la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, c'est une bande dessinée. En fait, c'est une bande qui a à peu près cette largeur-là, mais qui est très, très longue, qui mesure des centaines de mètres. Okay. Puis qu'on exposait dans la cathédrale de Bayeux quand il y avait des fêtes. Et cette bande-là, il y a du texte et du dessin, et ça raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Okay. Alors, pour différentes raisons, Guillaume se sentait justifié d'envahir l'Angleterre parce que, semble-t-il, le précédent roi lui avait légué son royaume, mais un usurpateur a pris le trône. Mais bon, finalement, il décide, avec son armée, d'envahir l'Angleterre. Il y a une bataille célèbre, la bataille de Hastings, puis après ça, il devient roi d'Angleterre. Et on raconte ce récit-là à travers la fameuse tapisserie de Bayeux, qui est une broderie, en fait. C'est une toile de lin. Oui, selon la légende, ce serait la reine elle-même. L'épouse de Guillaume, la reine Mathilde, mais c'est à peu près impossible. Il y a probablement plusieurs femmes qui ont travaillé là-dessus pendant plusieurs années. Donc, la tapisserie de Bayeux raconte la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie. Et il y a à la fois du texte, dans les bandeaux supérieurs, on retrouve le texte qui décrit ce qui se passe dans l'image, le dessin. Bon, évidemment, il n'y a pas de dialogue. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait dans une bande dessinée, mais on a, à toute fin pratique, là, la technique qui est là. L'avancement de l'histoire à travers les images et puis un texte descriptif. Donc, c'est peut-être la plus célèbre. C'est très intéressant ce que tu nous racontes là. Juste avant de terminer, je vais parler aussi d'un aspect de la bande dessinée que les gens connaissent peut-être pas, mais c'est le côté collectionneur. Parce que les bandes dessinées, ça a une valeur... c'est surprenant. En fait, il y a des gens qui collectionnent pour lire. Moi, j'aime lire la bande dessinée. Je reste collectionneur, mais pas nécessairement pour la valeur. Puis il y a des guides comme ça. Ici, c'est l'Overstreet Comic Book Price Guide, où on peut retrouver, en fait, le prix de certaines bandes dessinées et réaliser qu'on peut peut-être avoir des petits bijoux là, chez nous. Je vais vous donner un exemple très simple parce que c'est le plus classique. Si on parle de l'Action Comic numéro 1, Action Comic numéro 1, on est en 1938, c'est la naissance de Superman, en fait, du premier super-héros qui a ouvert la porte à tous les autres. Une copie, là, mais vraiment, vraiment en presque parfait état, peut valoir 30 à 50 000 pour une petite bande dessinée. Écoutez, là,
sautez pas dans vos collections pour voir. Il en reste moins de 10 copies de ce numéro-là existant, selon, peut-être qu'il y en a de cachés, on ne sait pas. Mais c'est tout un marché. Puis aujourd'hui, on fait des variant covers, on fait des couvertures différentes, en fait, pour faire monter la valeur. On parle de rareté, t'en parlais tantôt. C'est moins, 10 copies, c'est moins que la Bible de Gutenberg, le premier livre imprimé de l'histoire. Tu vois? Parce que aussi, c'était des formats qui n'étaient pas nécessairement solides, qui se manipulaient beaucoup, qui étaient faits pour lire. Fait qu'ils s'abîmaient beaucoup. Parce que là, je te disais un prix, mais c'est dans un état presque parfait. Quand on sait que si on retrouvait ces BD-là, ceux qui restent sont dans des états plutôt, je dirais pas lamentables. Puis ça va aussi avec qu'est-ce que tu es prêt à payer. T'sais, quand tu es collectionneur, si tu manque un numéro de ta collection, tu es peut-être prêt à payer, je sais pas moi, 50$ pour ton numéro. Puis la personne qui l'a mené, ce numéro-là peut peut-être juste valoir 5$, c'est l'offre et la demande. Mais c'est un marché qui est très, très, très... Au niveau de la bande dessinée, le marché des collectionneurs est fascinant parce qu'on a vu aujourd'hui aussi l'arrivée des produits dérivés sur les bandes dessinées. Aujourd'hui, tu parlais de Tintin, ou en ce moment, j'ai un t-shirt d'une bande dessinée qui s'appelle Red Sun. Donc, on va faire des statuettes, des bonhommes, des verres. J'ai un moule à gâteau de Batman chez moi. J'ai un coupe pizza de Godzilla. Est-ce que le gâteau est meilleur? Hein? Non, mais les enfants adorent ça. Ça pour dire que c'est un univers fascinant avec lequel on va explorer tout le long de cette série-là, moi et Jérôme Gagnon. J'espère que vous avez aimé ça. On a fait une mise en contexte. Déjà, la semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous présenter des BD, des coups de cœur, des choses qu'on aime. On va parler de la bande dessinée européenne. Donc, soyez là la semaine prochaine avec nous. Merci, Jérôme, de nous avoir amené ta grande sagesse et ton érudition. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Parlons BD. Bonne semaine!